Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de l'invité du jour. Nous recevons aujourd'hui pour vous Dr Fawzi Oussedik, il est le président du Forum islamique du droit international humanitaire, une structure basée au Qatar. Docteur, bonsoir. Bonsoir, c'est un honneur. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Le droit international humanitaire, c'est quoi? Votre vision sur les relations entre ces structures et puis le continent africain seront les thématiques que nous allons aborder. Mais déjà, on vous surnomme Monsieur Afrique. Oui. Pourquoi Monsieur Afrique? Effectivement, c'est l'un des surnoms que une presse m'a donné parce que j'ai une passion pour l'Afrique. J'essaye, en tant qu'Algérien d'origine africaine a priori, j'essaye de promouvoir ce continent par l'éducation, par la promotion et aussi par des mini-projets à travers toute l'Afrique, à travers les différentes sub-régions africaines du sud au nord au Sahel. Donc aujourd'hui, nous sommes au Mali en ce sens. Ok. Je crois savoir, en fouillant, en menant une recherche pour préparer cette émission, je suis tombé sur un article à travers lequel vous êtes grand commandeur de l'Ordre national du Bénin, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ça m'a été décréné il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, si ma mémoire ne me trompe pas. Et aussi, j'ai reçu plusieurs distinctions en ce sens à travers les sociétés nationales africaines. Et ça m'honore, puis aussi c'est une responsabilité à travers ces pays, à travers aussi ce continent, pour travailler plus en ce domaine. Ok. Vous venez très fréquemment en Afrique, en visite. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le continent? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que le développement tant souhaité depuis longtemps est en marche? Votre regard sur le continent? Mon regard, c'est sûr, il y a des mutations profondes qui se propagent en Afrique, ça d'une part. D'autre part, il y a une évolution de la société avec la mondialisation, avec le Facebook, avec les réseaux sociaux. L'Afrique, elle est devenue plus ouverte, plus apte à se prendre en charge. Et ça, ce qu'on aperçoit de jour en jour à travers plusieurs pays qui, maintenant, nous sommes fiers de le dire et sans complexe qu'ils sont aux mêmes normes internationales que d'autres pays plus développés pratiquent, dans soit le domaine démocratique, le domaine des droits de l'homme ou d'autres domaines. Ok, l'Afrique se développe, mais l'Afrique a également connu il y a quelques années ce qu'il a été convenu d'appeler le printemps arabe, des pays comme l'Égypte, la Tunisie. Comment est-ce que vous avez perçu ces différents événements-là, docteur? Premièrement, le printemps arabe, c'est une connotation pour dire le printemps avec toutes les significations de beauté, on avait parlé de révolution du jasmin, le jasmin. Donc, c'est une connotation pour dire que la dictature est tombée et qu'il y a une nouvelle ère démocratique, une nouvelle ouverture dans ces pays. Mais il faut aussi remarquer qu'il n'y a pas un vaccin contre ce printemps arabe, et aussi il n'y a pas une unanimité contre ce printemps. La seule immunité, le seul vaccin, c'est plus d'ouverture, plus d'indépendance de la justice, plus de respect des droits de l'homme, plus de vie démocratique et institutionnelle, étatique des différentes institutions. C'est la seule dose possible pour éviter ce printemps ou ces printemps, soit en Afrique, soit dans le monde arabe, soit dans d'autres pays. Ok. Si on reste toujours sur le printemps arabe, on a l'impression que des pays comme l'Égypte ou la Tunisie ne sont pas encore sortis de l'auberge. C'est vrai, il y a eu révolution, les dictateurs sont partis, mais ceux qui les ont remplacés, Ennahda en Tunisie, les frères musulmans en Égypte, il y a encore des soulèvements. Est-ce que ce sont des révolutions inachevées? C'est pas les révolutions inachevées. Ces pays, ils ont vécu à peu près des années sous des régimes dictatoriaux. Donc c'est comme une marmite qui jaillit. Donc maintenant, ces sociétés commencent à essayer de voir leur repère, ça d'une part. Et d'autre part,
aussi il ne faut pas jeter l'amalgame entre l'islam politique et l'islam. L'islam, c'est autre chose. Et l'islam politique, c'est une interprétation ou sur l'une des interprétations de l'islam. Ça, d'autre part. Et troisième part, si un ou deux ou trois islamistes ne sont pas de bons élèves, ça ne veut pas dire que l'islam, il est mauvais ou il est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de communication à faire à ce niveau-là, un travail de communication mené par les musulmans eux-mêmes? Sinon, en Europe, il y a des partis comme les chrétiens démocrates, il y a des partis à obédience religieuse chrétienne qui dirigent des pays européens. Mais dès lors que c'est l'islam, la pierre est jetée, est-ce qu'il n'y a pas un travail de communication, de sensibilisation à mener par les musulmans eux-mêmes? C'est vrai, il y a un travail de sensibilisation. Malheureusement, ce travail de sensibilisation, il a été mal fait. Et aussi, d'autre part, il y a certains gens, avec leur malveillance, ils donnent des interprétations mauvaises à l'islam. Et aussi, il y a, comme on dit, de mauvais élèves dans le monde islamique qui ne reflètent pas la réalité et qui ne reflètent pas la grandeur de l'islam. Donc, tous ces facteurs réunis, ça donne une connotation négative sur l'islam et sur le musulman. Mais malheureusement, entre les musulmans eux-mêmes, il n'y a pas une communication. Il y a des portes séparées, encadrées, donc il faut ouvrir ces portes, il faut plus de communication, plus d'ouverture, et comme ça, on peut régler au moins ce problème communicatif. Ouvrir des portes, communiquer, sensibiliser, ça nous donne l'occasion de parler du partenariat que le Forum islamique du droit international humanitaire vient de signer avec Africable Télévision, notamment en ce qui concerne l'émission Comprendre l'islam. Est-ce que ça dit que des questions comme celle-là, des inquiétudes comme celle-là vont trouver leur solution peut-être dans ce type de partenariat que vous venez de signer avec Africable? Premièrement, pourquoi on a sponsorisé Comprendre l'islam et pas d'autres émissions? Ouais. Ça se peut, les auditeurs, les téléspectateurs posent cette question. Pour une simple raison, il faut éduquer les gens. Il faut leur faire comprendre l'islam avec leur origine, à travers les savants. Donc ça, c'est d'une chose. D'autre chose, le Forum islamique du droit international humanitaire, parmi l'une de ses prérogatives, c'est essayer aussi de propager la bonne parole, de propager le DIH et les principes de l'islam. Et on se reflète à travers comprendre l'islam. Donc, je crois que le premier pas a été fait aujourd'hui à travers cet accord cadre, mais en même temps, je crois qu'un effet boule de neige va avoir lieu à travers d'autres programmes de partenariat, soit par une formation de journalistes sur les différentes terminologies du DIH, car on a remarqué malheureusement, tu peux être un très très bon journaliste, mais 10 fois si tu n'es pas très à cheval avec la terminologie, ça veut dire que tu n'es pas professionnel. Mais malheureusement, des fois on voit des journalistes qui confusent, par exemple, entre le tribunal pénal international, la Cour de justice internationale, droits de l'homme, DIH, Convention de Genève, Déclaration des droits de l'homme. Donc, nous, on essaye de recadrer ces terminologies à travers ce deuxième jalon. Le troisième jalon, je crois que aussi on va jouer un rôle de facilitateur avec plusieurs chaînes satellitaires dans le monde musulman et arabe. Et vous savez bien que la plus grande chaîne mondiale se trouve à Qatar à travers Al Jazeera, qu'on a un partenariat avec eux. Donc on essaye d'être des ponts, des jalons entre votre télévision qui est très connue, qui est très appréciée, non pas qu'en Afrique, mais à travers la diaspora, et aussi avec Al Jazeera et d'autres chaînes dans le monde arabe et musulman. C'est trop beau, je suis en train d'imaginer déjà Al Jazeera et Africable ensemble, ça peut aller très très loin.
ça peut aller très très loin, surtout quand il y a deux ténors dans le domaine d'audiovisuel. Nous, il y a un proverbe dans le monde arabe, ils disent que sauf les deux montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc on essaye de rencontrer les deux montagnes qui est Africa Cable et Al Jazeera Channel. Ok. Vous êtes au Mali pour cette série de visites. Vous suivez également l'actualité du Mali, la crise que traverse le pays. Comment est-ce que vous la percevez? Premièrement, avant de parler de cette crise, il faut parler aussi des paramètres cardinaux qu'il faut se baser sur eux. Le Mali, quand on parle du Mali, il ne faut pas parler du nord et du sud, mais il faut parler d'un Mali unifié, d'un Mali qu'on reconnaît à travers les différentes conventions et parmi eux la charte africaine qui définit les frontières héritées durant le colonialisme. Donc, tout ce qui prône pour la division, c'est un discours utopique pour nous. C'est la première chose. Et deuxième chose, aussi, il faut toujours promouvoir, d'après moi, les discussions entre les Maliens et c'est la meilleure solution pour sortir de cette crise. Et on espère que cette crise, c'est comme un nuage qui va se dissiper à travers la bonne parole et à travers la volonté politique des différents partenaires en ce sens. Okay. Mais ce qu'on peut dire, nous sommes avec le Mali unifié, avec le Mali qui part de Bamako jusqu'à Tombouctou et de la frontière est jusqu'à la frontière ouest. Ok. Vous êtes président d'un forum qui est basé au Qatar et beaucoup de Maliens aujourd'hui lorsqu'ils seraient à ma place, souhaiteraient vraiment vous poser cette question un peu sur le Qatar. Ils ont beaucoup d'appréhension. C'est de loin ils perçoivent ce pays-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, sinon rassurer ces Maliens-là de la bonne foi du Qatar, puisque par rapport aux événements, surtout ceux du Nord, le Qatar avait été par endroit cité, quoi. Oui, par endroit cité, mais malheureusement cité par une agence de presse étrangère, mais malheureusement, elle a déformé le travail humanitaire de la société nationale. Donc la société nationale du Qatar, comme elle travaille si bien au Mali, elle travaille en Somalie, elle travaille dans des zones de risque et de conflits armés. Et ça, c'est l'une des prérogatives de toute société nationale. Ça, d'une part. Et d'autre part, pour la société nationale du Qatar, je sais qu'il y a des projets maintenant et des projets futurs, non pas que pour le Nord, mais pour le Nord et le Sud du Mali, et en partenariat avec la Croix-Rouge malienne. Et durant le Ramadan passé, la Croix-Rouge malienne et le Croissant-Rouge du Qatar ont signé une convention cadre qui définit les responsabilités, les prérogatives des deux partenaires. Donc, le seul agenda, le seul objectif, c'est l'agenda et l'objectif humanitaire. C'est comment faire face aux défis humanitaires, comment essayer de bâtir les capacités de la société nationale, comment aussi venir en aide pour la population qui souffre. Okay. Donc ça, c'est les grands titres qu'on essaye de développer à travers des micro-programmes. Soit on a commencé par le Nord, vu la situation de conflit armé interne, mais ça va s'étendre dans tout le territoire. Et pour rappel, on a plusieurs projets au Niger depuis 5 ou 6 ans. Donc si on vous suit, le Qatar ne soutient aucune velléité sécessionniste, aucune velléité terroriste dans le nord du Mali? Non, malheureusement, c'est une connotation malveillante d'une presse et d'une certaine agence que je ne peux pas citer. Mais avec le temps, on verra qui a raison.
et on verra le travail humanitaire de Vésu. Ok. On va à présent revenir au concept du droit international humanitaire. Comment est-ce qu'il se porte à travers le monde aujourd'hui, ce concept-là, le droit international humanitaire? Premièrement, j'ai une remarque, comme on dit, une remarque objective, non pas subjective. Le monde musulman, à travers l'islam, à travers la charia, à travers les principes de l'islam, a connu les droits de l'homme et a connu le droit international humanitaire. Les droits de l'homme, il a connu à travers les différents sourates du Coran, et il y a une grande sourate, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré le fils d'Adam. Ça d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que le premier mot qui a été cité dans la Déclaration des droits de l'homme le 10 décembre 1948, elle a commencé par un certain précepte de Omar ibn al-Khattab, le khalifa Omar ibn al-Khattab. La déclaration, elle dit « tous les hommes sont libres ». Quand on revient aux différentes explications, et surtout l'explication de Jean Pictet, ils disent que les premiers qui ont rédigé, ils se sont inspirés de Omar ibn al-Khattab quand il a dit pourquoi les gens naissent libres et on les esclaves ou on les traite, on les maltraite. Donc, les droits de l'homme, on les a connus. La première constitution dans le monde, elle a été durant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle Saqifat Bani Sa'd. Pour la première fois, on reconnu à 43 minorités leurs droits. Leurs spécificités, leurs droits de culte, leurs droits les différents droits qu'on connaît maintenant à travers les droits de l'homme. Pour le droit international humanitaire, c'est comment garantir l'intégrité physique, morale de certaines personnes en temps de conflit armé, surtout les enfants, les femmes, les journalistes, certaines catégories qui sont vulnérables durant ces situations. Et à travers les principes de la charia, on sait que l'islam a reconnu, même durant le prophète, quand on capte certaines personnes, si il éduque 10 personnes ou 13 personnes musulmanes, on les laisse libres. Okay. Donc, on connaît ces principes, mais malheureusement, les gens, des fois... Il n'y a pas de communication. Une communication, mais des fois... Les gens, ils jouent sur l'amalgame, sur les expériences humaines, soit qu'elles soient excellentes ou mauvaises, et sur les règles et les bases de l'islam. Les bases de l'islam, ils sont visibles, ils sont connus, et les expériences, ça vient et ça repart. Donc, il ne faut pas utiliser des expériences comme des bases, et les bases, ils deviennent des exceptions. Okay. Il y a également des écrits aussi selon lesquels... le concept de crime contre l'humanité provient de l'islam. Depuis des siècles, si on tue une personne, ça veut dire que c'est l'humanité qui est concernée. Le principe de crime contre l'humanité, l'islam avait parlé de ça aussi. L'islam, il a parlé de plusieurs crimes. D'une part, il a châtié ces crimes, mais avec équité et justice. Donc, s'il y a une mauvaise interprétation de certaines règles de l'islam, il ne faut pas responsabiliser l'islam, mais il faut responsabiliser les gens qui ont eu cette mauvaise interprétation. Okay. C'est pourquoi, parmi l'une des règles d'or en islam, elles te disent, moi, si je me trompe sur... Il vaut mieux que je me trompe sur la culpabilité d'une personne que tromper sur sa non-culpabilité. Ouais. Donc, pour pratiquer ou châtier, il y a des principes rigides. Et c'est pas n'importe qui pratique les rigides. Il y a des savants, il y a des institutions, sûrement des institutions étatiques qui pratiquent ces
critères. D'accord. Docteur, si on essaie de regarder un peu l'actualité mondiale, l'intolérance religieuse est un terreau sur lequel beaucoup de violences ressurgissent par rapport au dialogue interreligieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette thématique-là, sur cette intolérance religieuse qu'on voit de part et d'autre, et sur la nécessité aussi d'aller vers un dialogue entre les religions, surtout les trois grandes religions monothéistes? Tout dialogue est bénéfique. Pourquoi? Parce que avec le dialogue, on dissipe plusieurs malentendus. Mais il ne faut pas un dialogue de sourds, mais un dialogue responsable, serein. C'est pour cette raison, nous, par exemple, à travers le Forum islamique du droit international humanitaire, chaque fois, on essaye d'approcher les autres non-musulmans, si on peut dire, pour dissiper certains malentendus, pour essayer de créer des passerelles, créer des portes, et non pas créer des barrages à travers les gens. Donc, moi, je prends le dialogue, et le dialogue, et le dialogue. Le dialogue, c'est ça a été toujours bénéfique, et il faut encourager le dialogue, pas à travers que les monothéistes, les différentes religions monothéistes, mais à travers les différentes institutions, les différentes religions, les différentes ethnies, les différentes communautés. Ok, on est en train de s'acheminer vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un appel, un message particulier à l'endroit de nos téléspectateurs? Premièrement, je crois que cette émission sera au début de l'an 2013. Donc la première chose, je leur ai dit, ça se peut le nombre 13, il est mal vu, mais on espère que 2013 sera bénéfique, prospère pour tout le monde et surtout pour notre cher Mali. Donc, chers téléspectateurs, meilleurs vœux de santé, de bonheur pour cette année. Et on espère à travers le forum et à travers le séminaire qu'il y aura le 1er, le 2 février, et ça l'un des projets le plus proche sur l'islam et le droit international humanitaire à travers deux partenaires, la Société nationale, la Croix-Rouge et le ministère des Affaires religieuses et des cultes, aussi faire des pas vers ce dialogue, faire des pas et des avancées vers une meilleure connaissance de l'islam, des principes de l'islam, et aussi se faire connaître à travers ce forum. Donc je vous remercie, bonne année et meilleurs vœux de bonheur et de santé. Meilleurs vœux de bonheur et de santé, c'est sur ce vœu de Dr Fawzi Ossedik que prend fin cette émission de l'invité du jour. Je vous rappelle que Docteur est le président du Forum islamique du droit international humanitaire basé au Qatar. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro de l'invité du jour.